Divaguer, se prélasser, s'émerveiller, rêver et enfin lire. Au bord de la piscine, les pieds dans le sable, sur la terrasse d'un bistrot en savourant une bonne menthe à l'eau, lire est un plaisir. Mais alors on lit quoi cet été ? C'est avec Charlotte, fondatrice du compte Instagram Les Deux Bouquinistes, que l'on va s'enivrer de lecture. Elle a sélectionné les livres qui ont marqué ces saisons chaudes, ceux qu'on referme à regret, ceux dont les personnages restent longtemps des compagnons, ceux qui résonnent comme un écho qu'on ne cherche pas à faire taire. Histoire d'amour, d'amitié, d'évasion, bienvenue dans la mini-série de 30 ans sinon rien. Je lis quoi cet été ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de la mini-série de 30 ans sinon rien. Je lis quoi cet été ? Toujours à tes côtés, Charlotte. Oui, ravie et triste aussi. Ouais, un petit peu, on a envie que ça continue. On est déjà en train de se parler de faire peut-être une mini-série pour cet hiver. On verra. Oui. En tout cas, ce sont de très belles lectures que tu nous as présentées jusqu'ici, des belles découvertes. On a eu des belles conversations aussi, donc j'ai hâte d'avoir cette fameuse dernière conversation avec toi. Je rappelle que tu es la fondatrice du compte Instagram Les Deux Bouquinistes avec un peu plus de 20 000 personnes qui te suivent. Tu nous présentes tes sélections du mois, tes lectures, tes ressentis, aussi tes théâtres, les théâtres, les sorties, les expositions que tu fais. Pour ce dernier épisode, on va terminer en beauté. On va encore une fois parler d'amour et j'en suis ravie. C'est au centre de nos vies aussi, on va pas se le cacher. Tout à fait, exactement, c'est vrai. L'amour sous toutes ses formes. Ouais. On change de registre, donc on cherche plus tellement le réconfort, on cherche à comprendre, à se questionner. Ces livres s'adressent à celles et ceux qui s'interrogent sur leur couple, sur leur histoire, sur ce qu'ils attendent vraiment de l'amour. Ils posent des questions sur la fidélité, le désir, la durée, la liberté dans le couple, des conversations qu'on n'ose peut-être pas toujours entreprendre. Charlotte, tu nous as sélectionné 3 livres qui redéfinissent l'amour, pas pour donner forcément des réponses, mais pour ouvrir à la réflexion. Oui. Alors avant de commencer, qu'est-ce que t'évoque ce thème et puis pourquoi aussi avoir choisi ce thème ? Parce que je ne suis pas l'unique décisionnaire. Je crois qu'il n'y a sans doute pas de sujet plus universel que l'amour, tu vas être d'accord avec moi. Oui. Et pourtant, il y a peu de sentiments qui nous interrogent autant que ceux qu'on ressent quand on aime. Et l'été, c'est souvent la saison, je trouve, des histoires d'amour, de celles que l'on vit, de celles que l'on espère, de celles que l'on lit. Mais en approchant ou en traversant la trentaine, l'amour prend une couleur particulière. Il cesse parfois d'être une simple évidence pour devenir une question. On se demande quelle vie l'on souhaite construire, quelle place l'on veut laisser à l'autre, comment aimer sans se perdre, comment rester soi en faisant une place au nous. On porte nos expériences, nos blessures, nos désirs, nos contradictions. On veut aimer et être aimé d'une certaine façon, mais cette façon évolue avec le temps. Et aux alentours de la trentaine, on ne pense plus l'amour seulement comme une promesse ou un rêve, mais plutôt comme un choix. Au fond, les plus belles histoires d'amour ne sont peut-être pas celles qui nous rassurent, mais celles qui nous questionnent. À 30 ans, on ne cherche plus seulement le grand amour, on cherche un amour qui puisse dialoguer avec la personne que l'on est devenu. Ce thème m'a bien inspirée. Ouais, et j'ai sélectionné 3 livres, alors ça c'est très dur, mais qui ont tous en commun de montrer que l'amour c'est rarement un chemin tout tracé. D'abord, bien sûr, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, que j'ai à peu près acheté, offert tellement de fois. Enfin, je trouve que c'est le livre sur l'amour à lire. C'est un roman qui pose une question vraiment vertigineuse. Faut-il aimer avec légèreté ou avec gravité ? À travers des personnages inoubliables, il nous invite vraiment à réfléchir sur ce que ça signifie vraiment choisir une personne et renoncer à toutes les autres vies possibles. On en parlait dans le dernier épisode, mais choisir une personne, c'est renoncer à toutes les autres. Et c'est hyper intéressant. C'est un livre que je vais d'ailleurs relire, moi, cet été. Pour de vrai. T'as déjà fait ton choix, du coup ? Bah lui, tu vois, en le préparant, je me suis vraiment dit... Je l'ai lu au début de la vingtaine. Et je crois que c'est très, très bien de lire Kundera à chaque décennie. Et puis même plus si affinité. Mais
mais je suis persuadée que ce sera le livre parfait de l'été et je vous accompagnerai du coup là-dessus. Ensuite, Mrs. Hemingway de Naomi Woods. Derrière la légende d'Ernest Hemingway se cachent 4 femmes qui l'ont aimé. Un roman qui est vraiment hyper fascinant et qui interroge ce que l'on est prêt à sacrifier par amour à la place et la place surtout que l'on accepte ou non d'occuper dans la vie de l'autre. Et enfin, un classique encore une fois, Le voyage dans le passé de Stefan Zweig. Une histoire brève mais assez bouleversante qui nous confronte à une question universelle. L'amour peut-il survivre au temps ? Où sommes-nous condamnés à aimer le souvenir de ce qui a été ? 3 livres, 3 époques, 3 façons d'aimer, mais une même interrogation qui les traverse. Que reste-t-il de l'amour lorsque les rêves se frottent à la réalité de nos choix, de nos renoncements et du temps qui passe ? Ça t'inspire ? Ouais, c'est vaste. Hein. C'est vaste riche. Sujet. J'avais vraiment envie de commencer avec celui de Milan Kundera, donc L'insoutenable légèreté de l'être. C'est un roman qui se déroule dans les années 60, pardon. En Tchécoslovaquie. On suit vraiment 2 histoires en parallèle, celle de Thomas et Teresa et celle de Sabina et Franz, donc 2 couples. Et ces 2 duos se retrouvent finalement liés dans le livre à leur insu au cours de l'histoire, donc c'est assez intéressant. Le récit et les personnages, je trouve, sont vraiment un prétexte dans ce livre pour aborder des grandes questions qui touchent à l'amour. Comment aimer, comment choisir, faut-il vivre dans la légèreté ou dans la pesanteur ? Et en fait, dans ce livre, tu vas avoir un des 2 duos qui va plutôt incarner typiquement ce que c'est la légèreté, vivre légèrement, et l'autre qui va plutôt, en tout cas, représenter davantage la pesanteur, des choses qui sont pesantes, lourdes, dures à porter. Et très rapidement, on est amené assez à se positionner, ou en tout cas à entrevoir ces 2 visions du monde, du couple et de l'amour. Et c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Kundera ? Parce qu'on en a mis quelques autres sur la table. Je sais que c'est un auteur que tu aimes particulièrement. Oui. Milan Kundera, donc c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Il est né en 1929 et il est décédé récemment en 2023. Grande tristesse, mais c'est un écrivain qui est tchèque et qui a été naturalisé français, ça fait depuis les années, je crois que depuis 1975, il vivait en France. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, il a écrit progressivement directement en français. Ses livres, au début, du coup, c'était en tchèque, et puis ensuite, c'est devenu des livres qui étaient directement écrits en français. Donc, c'est vraiment une figure majeure de la littérature du XXe siècle, européenne. Il a beaucoup parlé, c'est très philosophique, c'est politique, c'est intime. Son œuvre aussi, elle est très marquée par l'exil, parce qu'il a dû quitter à cause des guerres, etc., donc son pays. Donc c'est aussi très marquant dans ses œuvres. Et bien évidemment, son œuvre la plus célèbre, c'est L'insoutenable légèreté de l'être, qu'il a publié en 1984. Et il explore l'amour, le hasard et le poids des choix qu'on fait. C'est un auteur aussi, c'est intéressant parce qu'il a longtemps refusé d'être médiatisé. Il n'y a vraiment pas eu de prise de parole de Kundera, je pense, depuis les années 80. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'il vivait à Paris, mais il était vraiment sur aucun plateau télé. Il était sur donc c'est un écrivain très discret. J'ai toujours rêvé de le croiser, mais je l'ai jamais croisé. Donc à son décès, j'étais un petit peu triste, mais c'est une très belle figure en tout cas de la littérature. Il a écrit plein d'autres livres. J'ai ramené le livre du rire et de l'oubli et Risible amour, des nouvelles qui sont géniales, vraiment, que je conseille aussi par ailleurs, si vous avez déjà lu L'insoutenable légèreté de l'être. Et pourquoi tu recommandes L'insoutenable légèreté de l'être l'été, particulièrement ? En fait, je crois que c'est un livre qui est quand même, comme on le disait, c'est un livre qui fait réfléchir, qui est quand même assez dense, qui fait 450 pages. Encore une fois, il est publié chez Gallimard et chez Folio, donc c'est en livre de poche, ça se lit très très bien. Mais je crois que, en tout cas, moi, ma vision, c'est que l'été est très propice à la réflexion, particulièrement parce que c'est un temps qui est plus long. Et en fait, Kundera,
on l'apprécie vraiment si on prend le temps. C'est-à-dire que Kundera, on peut se dire, voilà, on connaît tous des gens qui ont essayé de lire Kundera et qui ont dit, voilà, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Moi, je crois qu'il n'y a aucun livre qui est vraiment compliqué. Enfin, il y a des auteurs, certes, peut-être, qui vont écrire avec des langues particulières, mais tout est une question de timing dans la vie et dans la littérature et dans l'écriture et dans la lecture. Et donc, je pense que si tu lis des livres au bon moment de ta vie, au moment où tu te poses des questions, tu lis un livre qui te permet de te poser ces questions-là. Ou alors, par exemple, voilà, tu te poses des questions autour de l'amour. Bah, en fait, je trouve que de vraiment prendre le temps, c'est donner vraiment lui donner sa juste valeur, quoi. Ce serait trop dommage pour moi de bâcler cette lecture qui est vraiment dense et hyper intéressante. Et vraiment, je crois me souvenir que ce livre, j'ai lu il y a longtemps, mais je crois avoir eu besoin de faire une mini-pause pendant cette lecture parce que tellement il y avait de choses intéressantes, passionnantes. Et je crois que j'avais lu des romans, tu vois, un petit peu. Donc, ça peut être chouette de lire. L'été, on a plusieurs semaines de vacances dans le meilleur des cas. Et ben, on commence à le lire, on avise, on lit un petit roman, on fait, voilà, et on continue, tu vois, ça peut être aussi en parallèle. Mais c'est intéressant parce que ce dont tu parles sur le temps, c'est vrai que l'été, on a soit envie de dévorer des livres, en lire beaucoup, enchaîner, il y a un peu ce rapport de consommation, on aime les histoires, bon. Et c'est intéressant aussi de prendre le temps et peut-être de profiter, et ce sera peut-être la reco globale d'ailleurs de cette mini-série, c'est aussi de prendre le temps de lire. C'est vrai que moi je me retrouve complètement dans les gens qui disent c'est un peu compliqué, dans l'insoutenable légèreté de l'être, parce que je crois que les 50 premières pages sont assez introspectives, où c'est une réflexion assez profonde, et faut avoir un peu de la place dans son esprit, dans sa tête. Mais tu vois, une chose que je m'étais pas dite et qui me donne envie peut-être de le relire, c'est de prendre le temps et de m'accorder des pauses. C'est un roman un livre qui peut totalement se lire en parallèle d'un roman avec des vies romanesques, des histoires peut-être un peu plus légères. Moi, une des résolutions que je me suis vraiment donnée, ou envie plutôt cette année, c'était de lire plus lentement. Moi aussi, l'été, je suis du style à dévorer beaucoup de livres, etc. Et maintenant, de plus en plus, j'ai envie de prendre le temps, et même dans le quotidien. Alors, je te cache pas qu'il y a des mois, par exemple, le mois de mai, je vais avoir lu 6 livres. Et après, pendant un mois, je vais lire peut-être un livre et je vais vraiment prendre le temps. Et c'est par cycle, c'est par phase. Mais l'été, je comprends exactement cette ambivalence entre vouloir lire beaucoup de choses parce que c'est un moment où on a le temps. Donc, on se met un peu la pression, on se dit « Ah, mais c'est génial, je vais avoir tellement de temps pour lire tellement de choses. » Et finalement, se dire justement, si j'ai beaucoup de temps devant moi, je lis un livre qui demande du temps, parce que pour moi, quand on lit ce genre de livre, on le lit pas d'une traite. Je vois pas comment c'est possible, parce qu'il y a trop de réflexion. Ça peut être intéressant d'avoir un petit carnet, des notes sur son téléphone, tu vois, ou pas, hein. Ça peut être des notes dans le... Moi, je mets beaucoup de post-it, tu vois. C'est drôle, toi, t'as plein de post-it. Mais pas sur tous, hein. En fait, moi, sur les livres tels Zola, Kundera, je mets beaucoup de post-it. Mais pas sur toutes mes lectures. Donc... il y avait des couleurs, j'ai oublié d'ailleurs à quoi correspondent les couleurs de post-it, parce que je l'ai lu il y a plusieurs années, mais en tout cas en le relisant cet été, tu vois, je vais être aiguillée par ces post-it, ces petites notes que j'avais notées et qui peuvent aider, tu vois, lors de la lecture. Je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis sur le côté, ça peut être un peu difficile parce que Kundera, il n'est pas connu comme étant l'écrivain le plus simple, voilà. On n'est pas sur un roman les plus simples, mais moi je voulais quand même en effet enlever un peu cette idée, parce que certes les 40, pour être précise je crois, 30 ou 40 premières pages, on n'est pas sur un roman, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des personnages, etc. On est plutôt sur des réflexions, mais en fait ça sert vraiment à Kundera à poser les bases, en fait. Donc, il faut vraiment attaquer ce livre en se disant, je lis les 30 à 40 premières pages en un week-end, en une fois, en une journée, ça dépend le temps que vous avez devant vous. Je vois comment je décante ça, comment je digère ça, et ensuite je rentre dans l'histoire. Et avec tout ce bagage-là qu'on a, ces 30 à 40 premières pages,
eh ben, on attaque beaucoup plus sereinement en fait l'histoire parce que du coup on a pris le temps de vraiment comprendre. Et donc dans ces 30 à 40 premières pages, il va développer 2 concepts qui vont après se retrouver donc dans tout le livre. Le premier, c'est celui de l'éternel retour de Nietzsche. Pour le faire très rapide, selon ce mythe, on serait du coup condamné à revivre éternellement les mêmes événements. Ça veut dire que ce moment qu'on est en train de vivre, on va le vivre dans 1000 autres vies. Et donc, potentiellement, ce que tu fais dans cette vie-là, elle a un poids parce que potentiellement, elle va revenir à l'infini. Alors que nous, aujourd'hui, on vit vraiment sur le fait qu'on a une seule vie. Et donc, tu sais, on connaît le YOLO, You Only Live Once. Et donc, avec cette philosophie beaucoup plus peut-être légère, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est assez intéressant. Et Kundera s'interroge alors, que se passerait-il si chacun de nos choix devait être répété à l'infini ? Est-ce que tu agirais de la même façon si tu savais que tu revenais sur Terre vivre éternellement ? Ce que tu as fait hier, voilà. Toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes. Faut pas les prendre comme juste un livre philosophique, hein. C'est vraiment juste des petits concepts qui nous expliquent et qui permettent après de comprendre et de beaucoup plus être dans une analyse poussée. En fait, ils te donnent des petites billes pour après pousser ta réflexion. La seconde chose dont il va parler, c'est la dualité entre la légèreté et la pesanteur, qui d'ailleurs, tu vois, dans ce titre, on peut voir l'insoutenable légèreté de l'être. Donc déjà, il reprend ce concept-là. Donc la légèreté et la pesanteur qui s'opposent. Est-ce que la pesanteur, c'est vraiment un fardeau ? Est-ce que la légèreté, c'est vraiment quelque chose de désirable ? Est-ce qu'il faut plutôt choisir l'un ou l'autre ? Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse définitive qu'il nous donne, mais plutôt des clés de lecture. Au contraire, il nous suggère que, par exemple, le couple, ça doit être un entre-deux, entre légèreté et pesanteur, un peu de légèreté pour respirer et un peu de pesanteur pour clairement s'ancrer, tu vois, dans une relation. Pour moi, c'est l'écrivain de la dualité et ce livre le représente vraiment, son œuvre. C'est pour ça. Et sur quoi il questionne exactement ? Je comprends les concepts. Ouais. Mais l'histoire. Quelle est l'histoire, l'intrigue, si je peux parler d'intrigue ? Alors, pendant le livre, du coup, on va suivre le 2 duos que je t'ai nommé tout à l'heure. Et petit à petit, ils vont être amenés à se rencontrer, ils vont être amenés à vivre ensemble. Et du coup, ils représentent des visions différentes de la vie. Et en fait, il les utilise un peu comme pas comme des jouets, mais je veux dire, c'est un peu il fait du test and learn, tu vois, il teste les choses, il leur fait vivre des choses, il voit comment ils réagissent. Et du coup, toi, en tant que lecteur, tu te dis, ah oui, donc en faisant ça, ok, donc là, il est un peu plus dans la pesanteur. Enfin, tu vois, en fait, c'est des expérimentations qu'il fait à travers... on voit vraiment que c'est un... Tu vois, il analyse, il nous permet d'analyser, c'est hyper questionnant. Et du coup, on a vraiment, c'est pas un essai, hein, philo, c'est vraiment plus des petits concepts qui va au tout début nous saupoudrer. Et ensuite, tu suis l'histoire de 2 couples qui vivent, tu vois, c'est dans les années 60 en Tchécoslovaquie et c'est la vie de gens, quoi, tu vois, sans te après, tu as vraiment une forme de roman, c'est-à-dire qu'il se passe vraiment des choses où tu as ces 2 couples des personnages, qu'on observe, dans leur quotidien, dans leur couple, dans leur relation, dans leur duo. Et comment ils fonctionnent. T'as un peu un climax, t'as quelque chose qui se passe qui va être un peu tranchant, qui va montrer une prise de position. Oui. Ah oui, ok. Oui. Mais après, c'est à chacun de l'interpréter. Exactement. D'accord. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est rare que je lise des livres où tu vois, c'est très tranché, ou à la fin, voilà. J'aime beaucoup quand on est quand même dans une dualité, dans une ambivalence, dans des questionnements qui restent en suspens et qui laissent le lecteur surtout maître de la lecture. Okay. J'aime pas quand on est trop guidé par des auteurs. Alors certes, forcément, on est sous leur... c'est eux qui nous guident, hein, c'est eux qui ont écrit, voilà. Mais j'aime bien quand on a cette liberté en tant que lecteur. D'accord, ok. Donc, intéressant. Oui, et c'est marrant parce que c'est un livre que j'ai découvert quand j'étais en Angleterre. J'étais en échange universitaire pendant mes études. Et j'ai découvert ce livre parce que j'étais en colocation et les propriétaires avaient... il y avait un problème dans l'appartement, ils étaient venus, ils avaient réglé le problème, ils avaient déposé ce livre en anglais, donc The Unbearable Lightness of Being, de Milan Kundera. Et moi, je ne connaissais pas du tout cet écrivain. Et j'ai commencé à le lire, et c'était exactement cette couverture-là en anglais, donc voilà. Et j'ai commencé à le lire et c'était un peu compliqué. Alors en anglais, hein. Donc je m'étais dit, bon, je le finis pas tout de suite parce que c'était trop compliqué. Voilà. J'ai ramené le livre en France en anglais. Et je crois 1 ou 2 ans plus tard, je l'ai acheté en français et je l'ai lu.
Et ça a été pour moi une déflagration. Enfin, pour moi, c'est le livre qui m'a permis, dans tout début de la vingtaine, de définir quand même ma conception du couple, ou en tout cas de poser des envies sur ce que j'avais envie en couple. Voilà. Donc, c'est très, très... Enfin, ça a été vraiment un récit, un livre fondateur. Et c'est pour ça que je pense qu'il est hyper intéressant. J'aimerais bien le lire en anglais, d'ailleurs. Ou alors le relire cet été, tu vois, en français. J'hésite entre français et anglais, mais je pense que c'est important parce que forcément notre vision, la vision évolue quoi, avec le temps. Quand tu parles du fait que ça t'a aiguillé, ça t'a donné un peu, par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de quelque chose peut-être une décision, une envie, peut-être tu vois, qui t'a un peu marqué sur comment tu voyais le couple ou... Je crois que c'est beaucoup dans cet équilibre légèreté-pesanteur. J'avais l'impression d'être une personne très dans la légèreté, en tout cas dans mes relations ou amoureuses et autres. Et je me suis rendu compte de cet équilibre hyper clé dans les relations et qu'on a tendance dans notre société, je trouve, à valoriser la légèreté et à trouver que les choses ou les moments pesants sont pas toujours bien, ou alors, tu sais, il y a des gens qui sont toujours peut-être moins enjoués, moins gais, etc. et on a l'impression, tu sais, qu'ils portent des énormes cailloux sur leur dos et on se dit, oh là là, le pauvre, ça a l'air extrêmement pesant, ça. Et finalement, j'ai beaucoup plus, tu vois, changé d'avis en me disant, la légèreté, il y a aussi beaucoup de côtés négatifs. Et comme je le disais au début, ça permet de s'ancrer beaucoup plus peut-être aussi la pesanteur. Et donc, manier cet équilibre entre les deux. Et dans un quotidien, comment tu fais comment tu le fais à deux et comment tu construis ensemble comme ça. Et tu réajustes. Intéressant. Il y a tellement de choses, mais en tout cas, si je devais choisir, je pense à quelque chose de très très concret, ce serait ça. Ouais. Je sais pas si tu veux. Ouais, tu veux. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un livre dont on pourrait parler longtemps, mais et tu vois, à l'époque, j'avais déjà mis un passage que j'avais sélectionné ça différemment. Donc c'est un passage que j'aime beaucoup. Le drame d'une vie peut toujours être exprimé par la métaphore de la pesanteur. On dit qu'un fardeau nous est tombé sur les épaules. On porte ce fardeau, on le supporte ou on ne le supporte plus. On lutte avec lui, on perd ou on gagne. Mais au juste, qu'était-il arrivé à Sabina ? Rien. Elle avait quitté un homme parce qu'elle voulait le quitter. L'avait-il poursuivi après cela ? Avait-il cherché à se venger ? Non. Son drame n'était pas le drame de la pesanteur, mais de la légèreté. Ce qui s'était abattu sur elle, ce n'était pas un fardeau, mais l'insoutenable légèreté de l'être. C'est beau. Ça résume très bien, tu vois, ce que je viens de dire juste avant. Ouais. Et je trouve qu'il écrit vraiment bien. C'est une narration très facile, je trouve. On n'est pas sur des énormes phrases, sur des descriptions énormes. On est vraiment plus sur des faits, des moments, et après qui te donnent envie de réfléchir et de te poser. Mais moi, je conseille vraiment de lire ce livre en faisant des petites pauses. D'accord. Pour vraiment le laisser s'imprégner vraiment de ce livre. Bah écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Voilà, il y a beaucoup de choses à lire cet été. Ouais. Je vais continuer avec Le voyage dans le passé de Stefan Zweig, donc un auteur classique. Dans ce livre qui est très court, pour le coup, qui fait même pas 110 pages, et tu vois, c'est écrit assez gros pour le coup. Il raconte l'histoire de deux êtres qui se sont profondément aimés, mais que les circonstances ont séparés. Il y avait donc ils sont deux. Il y a un jeune homme qui est ambitieux, qui est employé dans une riche famille, et une jeune femme. Une relation du coup va naître avec cette femme, et globalement il me semble quand même que la jeune femme est plus âgée que lui. D'accord. Et je crois qu'elle est mariée, vraiment ils sont issus d'un milieu différent. Et au moment où leur amour semble enfin pouvoir exister plein jour, il part à l'étranger parce que forcément on est dans l'histoire de la Première Guerre mondiale qui éclate. Les années passent, ils ne se parlent plus, tu vois, ils se perdent de vue, et ils se retrouvent.
C'est ça un peu tout le livre. C'est qu'à un moment, ils vont se retrouver après de longues années et il y a une question vraiment vertigineuse qui va se poser qui est est-ce que les sentiments ont survécu au temps ou alors il ne reste que des souvenirs de cet amour lointain. C'est pas seulement une histoire d'amour, ce livre, mais c'est aussi une réflexion sur le temps, sur la mémoire et sur aussi l'idéalisation. Tu te souviens, on en parlait avec Annie Ernaux aussi sur le travail de la mémoire avec le temps. Mais c'est un livre c'est marrant parce que c'est un livre que j'ai lu pareil il y a peut-être 4-5 ans. Je l'ai lu qu'une seule fois, mais il n'arrive pas, je sais pas, un mois sans que je pense à ce livre. Ah ouais. Et donc vraiment, quand on s'était dit qu'on voulait faire, on avait envie de faire ce projet ensemble, j'ai vraiment directement pensé à ce livre-là. Et pourtant, Zweig, je l'ai pas beaucoup lu, mais celui-ci, je le trouve incroyable. Vraiment, il a laissé une empreinte en moi. Voilà, j'étais obligée d'en parler. C'est quand tu parles du fait de cette séparation et de pas savoir si il reste entre guillemets les souvenirs du passé ou réellement des sentiments. C'est terrible parce que tu sais d'avance que donc ça va poser toute la question. Mais c'est drôle parce que je trouve que quand on est dans des relations au début un peu à distance ou quand on est dans des relations où justement en fait on est toujours ensemble mais finalement il y a un peu ce quotidien et cette lassitude qui se crée, il y a un peu justement ce truc où on ne sait plus trop ce que l'autre pense et donc on ne sait plus trop si l'autre est sur le même rythme, tu vois, si on est dans le même wagon ou pas et ça rejoint, enfin ça me fait tout de suite penser à ça, donc ça éveille des choses un peu de se dire est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, est-ce que malgré la distance, le temps on continue d'avancer dans le même enfin tu vois, sur le même et de faire chemin, des choix après sur ce que tu fais. Je crois que en fait ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est que en fait c'est un livre très court mais qui vraiment je trouve laisse une empreinte, quelque chose d'assez mémorable. C'est très bien écrit, enfin c'est Zweig et c'est très très bien écrit, c'est vraiment une narration vraiment c'est agréable à lire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, à travers ce livre, il pose les questions de est-ce que à travers des années d'absence, qu'est-ce qui change dans les relations, dans les sentiments qu'on ressent ? Est-ce que c'est pas surtout de l'image qu'on a conservée de la personne qui nous reste ? Est-ce que la personne telle qu'elle est maintenant, parce qu'on sait qu'on évolue avec le temps, les rencontres, la vie, qu'est-ce qu'il en reste ? Et c'est vraiment cette finesse psychologique. Les personnages chez Zweig sont... C'est une finesse, vraiment, c'est du film, c'est extrêmement... du caviar. Ouais, c'est particulièrement impressionnant et bluffant. Il y a très peu de pages, mais en très peu de pages, il arrive à dire ce que certains font en 500 pages, tu vois. Et il arrive vraiment à nous faire ressentir la complexité humaine. Ça, c'est assez fort. Il n'y a rien de spectaculaire, tout est profondément humain. Et c'est ça qui est chouette dans ce livre. J'ai aussi aimé le fait c'est un livre qui refuse un peu les réponses simples, si je peux dire ça comme ça. Il raconte pas seulement une histoire d'amour, mais il interroge vraiment l'amour, ce qu'il en reste, toutes ces choses-là, et c'est vraiment très bien fait, donc je conseille vraiment ce livre. Je l'ai découvert vraiment, tu vois, il y a 5 ans, je pense. Je crois que je l'avais acheté en vide-grenier à l'île de Ré, ou je sais pas. J'ai le souvenir de l'avoir acheté l'été, pour le coup, et je l'ai lu immédiatement, et vraiment, je l'ai jamais oublié. Voilà. Tu vas nous lire un petit extrait quand même. Oui, après, oui, bien sûr. Mais déjà, ce que je peux dire peut-être sur la forme, c'est une nouvelle. D'accord. Donc c'est un récit assez court qui a été... et là aussi, c'est marrant parce que je crois que dans le deuxième épisode, dans le premier, on parlait du livre de Simone de Beauvoir, qui a été publié à titre posthume. Là encore, c'est un livre qui a été publié pas de son vivant, donc après la mort de l'auteur. Okay. Donc j'aime bien toujours ça, je trouve ça assez... ça questionne, c'est assez intéressant. Chaque scène vraiment va compter, chaque dialogue porte un vrai sens. Ce qui n'est pas le cas, je trouve, dans tous les livres qu'on lit aujourd'hui. Donc voilà, donc un auteur forcément classique qui est autrichien, qui est né dans les années 1880.
Donc on est vraiment sur un bon classique. Il est très fort, il a écrit beaucoup de nouvelles, il écrit souvent des livres assez courts d'ailleurs, Zweig. C'est très accessible. Si vous cherchez des livres pour l'été, il y a celui-ci bien évidemment, mais il en a écrit beaucoup, 24 heures dans la vie d'une femme et j'en passe. Je sais pas, tu as déjà lu Non. Zweig, non. Mais c'était vraiment un humaniste, pardon. Donc c'était un homme vraiment, je pense que c'était chouette j'aurais aimé le rencontrer, tu vois. Et c'est un des auteurs qui a écrit en langue allemande qui est vraiment le plus connu dans le monde, quoi. Mais pas ce livre est pas très très connu pour le coup. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'en parler. Est-ce que tu veux que je te lise un extrait? Oui, s'il te plaît. Alors... Puis tu m'as vachement donné envie de le lire aussi. Alors... Et tu vois, aussi, je trouve que c'est intéressant, je pensais à quelque chose, que, en fait, il montre aussi qu'il y a certains sentiments qui peuvent rester un peu vivants en nous, malgré le fait que la réalité change. C'est pas parce qu'un amour se termine qu'il reste rien de cet amour. Franchement, je trouve que c'est un livre très introspectif et intéressant. Est-ce qu'il y a une forme d'éternel ? Est-ce qu'il y a une forme dans ce qu'il dit de... Universel ? Non, pas universel, plutôt éternel. Même, tu vois, s'il y a une séparation et finalement, tu vois, je parlais du fait d'être dans le même wagon, si les deux personnes sont plus dans le même wagon et s'aiment plus comme elles auraient pu s'aimer avant, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de un petit fil, tu vois, en fil conducteur qui... finalement, quand tu as vécu quelque chose de si intense et, tu vois, d'aussi... pur, ça reste pour toujours, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que le fil n'est pas forcément coupé. Complètement. Et ça n'enlève rien à ce que tu vis, quoi. Ouais. Et ça n'enlève pas, c'est pas moins beau, tu vois. Ça va être... c'est intéressant, je trouve, autant dans la séparation que dans les couples. Oui. Parce que, tu vois, je parlais tout à l'heure du fait de... Parfois, on a le sentiment, quand le couple est très installé depuis longtemps, etc., on ne sait plus si on est vraiment dans le même wagon. Mais alors, pour nos jeunes trentenaires qui se séparent aussi, tu vois, il y a un peu ce truc de... Est-ce que le fil est complètement coupé Est-ce que tu as envie de le couper Qu'est-ce qui reste de tout ça C'est jamais, tu vois, tout blanc, tout noir, ou alors j'ai fait ça et hop, ça disparaît. Parce que le fil se coupe pas forcément au moment même où la rupture est déclarée. D'ailleurs, tant pour la personne qui quitte que pour la personne qui se fait quitter. On l'associe plus souvent à la personne qui se fait quitter, qui va mettre beaucoup plus de temps à faire son deuil de la relation. Mais finalement, même pour la personne qui quitte, en fait, le temps de couper réellement ce fil, ça peut mettre aussi un peu de temps. Je pense que ce livre, Le voyage dans le passé, il doit vraiment questionner sur ces sujets-là. Oui, je confirme. Alors, un extrait. Il se souvenait du frisson qu'il avait parcouru, depuis le bout des doigts jusqu'à la nuque, quand sa main avait par hasard frôlé la sienne au théâtre. 100 vibrants souvenirs de ce genre, petit rien à peine aperçu, s'engouffraient à présent comme à travers des écluses grandes ouvertes dans sa conscience, dans son sang, et tous atteignaient directement son cœur. Il lui fallait, malgré lui, presser sa main contre sa poitrine, tant son cœur y battait fort, et alors il n'y eut plus rien à faire. Il ne lui fut plus possible de se défendre plus longtemps, de ne pas s'avouer ce qu'un instinct à la fois timide et respectueux, sous divers masques de prudence, avait si longtemps tenu sous silence, qu'il ne pouvait plus vivre sans sa présence. 2 mois, 2 ans, 2 semaines seulement, sans cette douce lumière sur son chemin, sans les plaisantes conversations du soir, non, il ne le supporterait pas. Il lui déclare sa flamme. J'en ai un autre aussi que j'aime bien, c'est difficile, je vais peut-être le lire. Dès leur première rencontre, il l'avait aimé, mais ce sentiment, qui le submergeait jusque dans ses rêves, avait beau être une passion absolue, il lui manquait néanmoins l'événement décisif qui viendrait l'ébranler, c'est-à-dire la claire prise de conscience que ce qu'il recouvrait, se dupant lui-même du nom d'admiration, de respect et d'attachement, était déjà pleinement de l'amour, un amour fanatique, une passion effrénée, absolue. Ce que j'aime bien là aussi, donc là on est sur un peu la naissance des sentiments, sur le toucher, les ressentis corporels, enfin toutes ces choses-là. Et là, on est vraiment sur un coup de foudre, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est pas nécessairement ça dont on a parlé dans les épisodes précédents ou même pendant ce podcast, enfin en tout cas cet épisode-là. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de le choisir.
On enchaîne sur le dernier, Oui. Mrs. Hemingway de Naomi Wood, avec cette sublime couverture en noir et blanc, avec des maillots, on a l'impression d'être dans les années 50, des maillots très chics. Il y en a une que tu vois pas bien, qui est vraiment en bas, qui sort de la piscine. Exactement, c'est tout en subtilité. Mrs. Hemingway, donc c'est un livre qui raconte la vie d'Ernest Hemingway, donc auteur, à travers le regard des 4 femmes qu'il a épousées, Adlai, Pauline, Martha et Marie. L'autrice, elle choisit vraiment de pas faire, en tout cas pas de faire d'Hemingway le personnage principal, mais vraiment de changer le regard et de regarder ces femmes qui prennent la parole, chacune à leur tour. Et ce qui est génial pour ce livre, pour répondre à ta question de pourquoi je le recommande l'été, je pense que la couverture en parle déjà, mais c'est un roman qui nous emmène du Paris des années folles à Cuba, en passant par la Floride, la Côte d'Azur, mais au-delà vraiment du voyage, c'est surtout l'histoire d'un homme qui est incapable de rester fidèle à un seul amour, et de 4 femmes qui, chacune à leur tour, vont tenter de trouver leur place auprès de lui. À chaque époque se rejoue un même schéma, la passion, la fusion, puis l'apparition d'une 3e personne, le fameux triangle amoureux, qui vient bouleverser l'équilibre du couple. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, c'est donc ce choix narratif de l'autrice. On voit trop souvent les livres où on parle des auteurs, mais on ne voit pas vraiment tellement les personnes qui ont entouré, les femmes. On en parlait dans l'épisode précédent. Là, vraiment, il y a 4... C'est un livre qui est en 4 parties, et les 4 parties portent les noms des 4 femmes. Et donc, tu les suis donc chronologiquement parlant, tu suis ça, et je trouve qu'elle analyse vraiment avec beaucoup de finesse les sentiments qu'ils vont ressentir. Et là on parle de l'amour, mais de l'amour aussi dans ce qu'il a de plus aussi terrible, c'est-à-dire la jalousie, l'attente, le renoncement, la peur d'être remplacé, parce que forcément il y en a eu 4, donc tu vois, graduellement avec le temps qui passe. C'est un roman qui pose une question qui m'a beaucoup interpellée. Jusqu'où on est prêt à aller pour une personne qu'on aime, et quelle place on accepte d'occuper dans la vie de l'autre. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Juste pour revenir sur la structure, l'histoire, Naomi Wood, elle fait un travail historique, journalistique auprès de ces 4 femmes-là. Ouais. Réellement, enfin, je veux dire, on n'est pas dans de la fiction, on est dans du réel. Elle s'inspire. Oui, d'accord. Les carnets. J'imagine qu'elles doivent avoir toutes les 4 des caractères très différents, qui se ressemblent en même temps. Est-ce qu'elles se sont retrouvées à la fin? Tu vois, est-ce qu'elles s'entendent? Il faut lire le livre. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais c'est 4 époques, donc forcément elles se sont côtoyées, pas toutes ensemble, mais oui, il y a quand même ce lien. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un livre qui est pas très connu. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler. Alors, je l'ai vu. Ouais, quand même, déjà. Je l'ai lu. Je l'ai pas lu, mais je l'ai vu. Ok. C'est très intéressant que tu en parles, parce que vraiment, je me serais pas arrêtée sur ce livre. Et je trouve que quand tu parles de triangle amoureux, de tout ça, de porter les questions de la jalousie, ça porte aussi beaucoup le sujet de la sororité, je trouve, entre femmes. Oui. J'imagine, en tout cas, avec le temps. Ouais. C'est très moderne, c'est très actuel, je trouve, comme sujet. Ouais, et moi c'était une copine, Julie, qui me l'avait prêté, et j'avais vraiment fondu. Enfin, j'avais lu ce livre en plein été, et je trouve que pour le coup, le cadre s'y prête tellement. T'es sur la Côte d'Azur, à Cuba, enfin c'est, tu vois, en fonction de où les femmes vivaient avec Hemingway. Donc je trouve très intéressant. Il a été publié il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et voilà, donc c'est un roman historique, mais qui s'inspire de faits réels, mais elle prend forcément des libertés dans la fiction, voilà. Et c'est donc une romancière britannique. J'ai pas lu d'autres livres d'elle. C'était son premier roman, et il avait été très salué en Angleterre, notamment quand il est sorti, parce que c'est une vision d'Hemingway qui est peut-être différente de tous les autres livres qui avaient été écrits. Et je pense que c'est important aussi de se remettre en tête que Hemingway, c'était vraiment une figure phare à l'époque, quand ces femmes le rencontrent. C'est un auteur très très connu. Il était beau, je me souviens pas de ça, si c'était vraiment un homme très beau, si c'était un homme charmant. Assez charmant, ouais. Mais homme à femme, quoi. Ouais. Oui, donc je ne vais pas le comparer à Picasso, mais... Ouais. Enfin voilà, tu vois, sur ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper attendrissant, ce livre. En fait, cette sororité, ces femmes, et elles essayent toutes, en fait, de le sauver.
en vain, hein, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment sauver une personne par amour? Ça, c'est une vaste question. Mais surtout quand lui-même n'arrive pas à se sauver, tu vois, c'est typiquement ça. Est-ce que l'amour suffit? Et à partir de quel moment une personne en vient à s'effacer, en fait, pour l'autre? Et je trouve que c'est un livre qui laisse quand même une impression assez durable quand tu le lis. Donc c'est pas le portrait, vraiment, on n'est pas sur un portrait de l'écrivain, mais plutôt de la vie qu'il a partagée avec ses femmes pendant... Tu reviens un peu sur l'histoire, justement, toute l'époque. Tu sais, ça me fait penser aussi, tu as hésité avec Gabrielle, oui. écrit par Anne-Claire Berès, qui était les arrière-petites-filles, je crois. Picabia. Qui était la femme de Picabia. Ouais. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ces livres-là. Alors, peut-être que c'est que tu reviens aussi sur une époque, sur tout ce monde artistique. Tu parlais de voyage, mais tu voyages à certaines époques. Moi, j'ai vraiment aimé parce que dans Gabrielle, tu retournes aux États-Unis, mais l'Amérique des années 40. Ah bah là, c'est exactement New York ça. des années 40 même. En plus, avec ce monde, tu vois, avec le Broadway, tout ça, j'ai adoré, tu vois. Ça se passe aussi à... Bon, je suis en train de faire la com de l'autre Gabriel. J'allais dire, tu sais, on a beaucoup hésité, donc il aurait carrément pu être dans cette... il aurait pu être là vraiment. aussi. Mais tu vois, ça se passe aussi à Paris, tu as ce moment où... L'effervescence culturelle, artistique du début du 20e, exactement. Pour les personnes qui aiment les romans historiques aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. T'es ancré dans une époque très... c'est hyper chouette, j'ai beaucoup aimé. Je vais quand même lire un petit extrait assez rapidement. Donc là, c'est Ernest Hemingway qui parle à sa dernière femme de sa toute première femme. Je l'ai rencontrée à une fête à Chicago. Elle portait une robe bleue qui lui arrivait aux genoux. On aurait dit qu'elle sortait pour la première fois de sa vie. Elle n'était pas timide, mais pleine de candeur, très posée. J'ai immédiatement senti que je pouvais tout lui dire. Et j'ai pensé, c'est elle, celle que je dois épouser. J'avais 21 ans. Il regarda les bulles en se servant un deuxième verre, puis remplit celui de Mary. Adley avait une qualité extraordinaire, une réserve de tendresse insensée. C'est de ça que je suis tombée amoureux. Dis-moi pourquoi je me suis lassée d'une femme pareille. L'habitude ? Cette maudite habitude. J'ai été stupide. Et là, du coup, on est sur Ernest Hemingway qui revient sur en fait il parle à sa dernière femme, sa quatrième femme. Et il reparle de son rapport à sa première femme, quoi. Mais c'est intéressant parce que quand tu n'es pas dans le livre, là, tu es à la fin du livre, j'imagine. Oui. Enfin, vers la fin, tu te mets à la place de sa quatrième femme. Là, de façon très crue, tu vois, très brute, tu te dis « Ah, la vache !» Connard, quoi. Et alors, j'imagine qu'il doit y avoir tout un truc de tendresse pour qu'ils arrivent à cette conversation-là. Oui, carrément. Et en fait, tu sais, Ernest Hemingway, il a beaucoup souffert. Enfin, son père s'était suicidé, tout ça. Enfin, c'est une enfance très compliquée. Donc, ça donne, je trouve, un nouveau regard sur lui. Enfin, un regard qui n'explique pas tout ou qui ne pardonne pas tout. Mais tu comprends beaucoup de choses sur aussi lui, son rapport. Enfin, c'est vraiment des femmes qui ont essayé vraiment de le sauver. Mais bon, en vain, quoi. Voilà. Hyper intéressant. Ouais, c'est difficile de choisir entre les trois, là, encore. Oui. Bah écoute, merci beaucoup, Charlotte, à la fois pour ce 4e épisode super intéressant. Vraiment, ça va être dur de choisir. Je pense qu'on va tous partir avec poser tous 4 semaines au moins 4 livres dans nos valises. On termine cet été de lecture ensemble et j'aurais une dernière question. Si tu devais retenir une seule question que ces livres t'ont posée sur toi, sur l'amour, peut-être autre chose aussi, sur ce que tu veux, ce serait laquelle ? Déjà, plaisir partagé. J'espère que ça vous aura donné envie de lire toutes ces merveilles qui, moi, m'accompagnent depuis des années. Et comme je le disais, rien n'est figé dans le temps, mais il y a des lectures qu'on fait à un instant T parce que c'est fait pour nous et ça devient des guides. On n'est pas seul. On est accompagné dans tous ces questionnements. Je trouve que la trentaine, c'est pas toujours facile. On a beaucoup de questions, de choix qui s'offrent à nous et surtout de décisions à prendre. Et il y a 1000 façons de répondre à ces questions, ou en tout cas d'essayer d'y répondre. Et je crois que les livres, c'est vraiment un refuge, ou en tout cas un ami. Enfin, c'est vraiment des amis très précieux qu'il ne faut pas oublier. Et pour répondre à ta question, je crois que la question clé, ce serait autour de l'identité de qui je suis et surtout qui j'ai envie d'être pour les 30 prochaines années.
Et je te retourne la question. Oula, tu me coupes l'herbe sous le pied. Tu vois, moi aussi. Non, c'est intéressant. Du coup, je vais peut-être répéter, mais ouais, la question de l'identité, c'est drôle parce qu'on a commencé par ça durant le premier épisode et finalement, ça nous a un peu suivis sur les 4 épisodes, à la fois au travers de l'amour, mais aussi quand on parle de personnages romanesques à qui on a envie de ressembler. Moi, je te disais un peu en off que ce que j'aime dans les personnages romanesques, c'est leur morale, ce côté très valeureux, surtout dans les livres d'époque, de parole. Et moi, j'ai beaucoup tendance à vouloir me rapprocher de ça et qui, en fait, indirectement, me donne envie de me rapprocher du vrai, de la sincérité, de l'honnêteté. Je pense qu'effectivement, c'est pas tant pour l'être forcément envers les autres, mais peut-être avant tout envers moi. Donc ça rejoint cette question d'identité, de qui tu veux être à 30 ans, dans cette trentaine, à qui tu veux ressembler, mais profondément qui tu es, en fait. Et d'ailleurs, j'ai envie de conclure sur ce petit sujet dont on parlait en premier épisode, qui m'a beaucoup parlé, qui était super intéressant, sur cette quête d'identité. Est-ce qu'on ressemble ou pas à cet enfant qu'on pouvait être ou cette personne à 20 ans ? Toi, tu parlais du fait d'avoir le sentiment d'être quelqu'un de très différent de la petite fille que tu étais. Et un peu comme Annie Ernaux, qui ne se retrouve pas forcément dans cette jeune fille qu'elle décrit. Et moi, à l'inverse, je pense que dans ma trentaine, je ne me suis jamais sentie aussi proche de cette petite fille que j'étais. Et je pense que c'est une quête et un objectif de garder, pas forcément une âme d'enfant, mais d'être au plus proche de cette pureté, en fait. Et j'espère que ça fait réfléchir aux personnes qui nous écoutent. J'espère que ça donne envie de lire pour celles et ceux qui lisent pas beaucoup, que ça donne envie peut-être ceux qui lisent beaucoup même. Et c'est ce que j'allais dire. Et de ceux qui lisent et si beaucoup. Vous avez lu tous ces livres, écrivez-moi sur Instagram, les deux bouquinistes. Je serai là pour vous donner plein d'autres recommandations. C'était très dur d'en choisir 12 au total. Ou de relire, soit c'est ce que tu fais cet été. J'adore relire. Je trouve que c'est des très bonnes choses de relire les livres. Et on n'est jamais la même personne, donc c'est jamais la même chose. Ouais, exactement, comme dans un film. Quand tu le regardes, tu vois pas toujours les mêmes choses. C'est vrai. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi, j'étais trop contente de passer ces moments avec toi. Et bel été à tous et au plaisir et peut-être pour une nouvelle saison plus hivernale prochainement. On verra. Laissons le temps passer, l'été, profitons et on verra. Ouais, exactement. Merci en tout cas. Très bel été à tous. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous retrouverez les livres dans la description ainsi que le lien vers le compte Instagram de Charlotte. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite un été plein de douceur et de lecture.